Bien, bonjour et bienvenue pour ce 57e épisode de DevDevDev.net. Aujourd'hui, on a notre table ronde d'octobre. Et pour celle-ci, je reçois Michel Perfetti. Bonjour. Salut. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Selenza. On a également Laurent Compé. Bonjour. Salut tout le monde. Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, Team Leader et Distinguished Solution Architect chez Innoveo. Et enfin, on a la force obscure qui est avec nous. J'ai nommé Olivier Dahan. Bonjour. Bonjour tout le monde, depuis les enfers. Depuis les enfers, oui. Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C#, MAUI et WPF. Alors si on dit qu'il revient, il est dans la fosse obscure et dans les enfers, c'est pour ceux qui ne sont pas sur vidéo, qui sont uniquement en podcast. Il est sur un fond rouge, mais alors vraiment rouge de chez rouge. Oui. Bien, donc avant que le mois prochain, on ait la nouvelle version de .NET qui arrive, on a quand même un certain nombre de choses à vous présenter. Pour commencer, on va parler un petit peu d'IT, j'allais dire, les évolutions de Microsoft Entra ID. Michel qui voulait nous en parler. Oui, voilà, je voulais vous en parler parce que en tant que dev, on a souvent l'identité, c'est un sujet qu'on laisse un peu de côté, qu'on gère à part, ou des fois qu'on gère au dernier moment quand on développe une app, alors que c'est peut-être le sujet qu'il faudrait gérer en premier. Et il y a pas mal d'évolutions sur Intra actuellement qu'il faudrait peut-être tenir compte quand on va commencer à développer des apps. Déjà, on va avoir une nouvelle mouture qui existe déjà depuis quelque temps, qui est arrivée, qui s'appelle Entra External ID, qui est un peu le remplaçant d'Azure AD B2C, qui va permettre en fait il y aura une nouvelle interface graphique et qui permet de centraliser les ID des utilisateurs externes à l'entreprise. Avant, on avait Azure B2C qui était un produit à part. Maintenant, Entra External ID, c'est un outil Entra qui est piloté un peu de la même façon. Et on va découvrir un peu du vocabulaire quand on va creuser un peu ces éléments-là, qui va être spécifique et qui va permettre de parler d'identité en général et des identités qu'on va appeler externes, qui sont les identités de nos clients, utilisateurs, et des identités qui vont être de notre workforce, qui sont des utilisateurs internes. Et ça va nous permettre de bien identifier ces deux éléments-là qui seront visibles au même endroit. Et on va retrouver des fonctionnalités qu'on a dans Entra, comme les conditional access, qu'on va retrouver dans External ID, donc qu'on n'avait pas forcément avant. Donc on va pouvoir avoir du mix de certaines fonctionnalités qu'on a l'habitude d'utiliser en interne dans l'entreprise, comme comment ça s'appelle, de second facteur d'authentification, qu'on n'avait pas forcément dans les heures d'habitude, qu'on va pouvoir trouver dans External ID. Donc, c'est une évolution naturelle, un nouveau nommage, un nouvel outil, et qui va intégrer dans la galaxie Intra. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi d'autres outils qui vont être très structurants pour nous en tant que dev dans le futur. Juste une petite question. Donc ça veut dire que au sein de ton application, tu peux accepter des utilisateurs qui viennent d'une autre, avec d'autres identifiants. Ils s'identifient avec l'extérieur, enfin avec leur. Là, c'est plutôt des utilisateurs de tes clients, par exemple, comme on avait dans Azure AD B2C, des gens qui vont se loguer avec un login mot de passe qui va être spécifique à ton app. C'est plutôt pour les applications grand public. Tu crées ton portail, ton site de vente. La personne, elle peut s'authentifier avec un login mot de passe qu'elle va créer, ou alors elle peut utiliser son compte Google, son compte Facebook. Et en fait, on va pouvoir relier tout ça, et on va pouvoir rajouter aussi des métadonnées qui sont spécifiques dans l'annuaire, comme des champs en plus, comme l'adresse de la personne qui va nous servir à la facturation. On peut l'autoriser à activer le MFA sur son compte pour ajouter de la sécurité si son fournisseur d'identité ne l'a pas. Mais là, on est vraiment pour les entités personnelles, on n'est pas sur les entités professionnelles. D'accord. Par contre, pour les entités professionnelles, on va avoir une évolution d'intra qui s'appelle des multitenantes organisations. Une organisation, c'est un tenante, c'est un annuaire. Et on va avoir la possibilité dans Intra de piloter de façon centralisée plusieurs tenantes. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des entreprises qui ont un peu grossi dans le temps ont plusieurs annuaires qui évoluent en parallèle. Parce que quand ils achètent une filiale,
Une société qui faisait une filiale, ben, la filiale a son annuaire. La maison mère a son annuaire. Des fois, la prod a son annuaire. L'environnement dev a son annuaire. Et ils étaient gérés un peu séparément. Il n'y avait pas moyen de globaliser ça et de fournir un peu de liens un peu plus forts entre ces annuaires-là. Donc ça, c'est en train d'arriver. Ça s'appelle les multitenantes organisations et qui permet de faire des entités qui traversent un peu ces organisations de façon transparente, mais tout en ayant des annuaires séparés avec des responsabilités spécifiques. D'accord. Et on va pouvoir séparer le traitement des comptes qui sont dans cette organisation multitenante des comptes qui viennent de l'extérieur d'une autre entreprise. Mhm. Comme ça, on gère les identités de façon plus claire. Donc, on est notre organisation avec plusieurs tenantes, on vient d'une organisation externe où on a des comptes de nos clients. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, dès qu'on va créer une application, il faudra se poser la question, dans quel tenant je me mets? Est-ce que c'est des comptes professionnels? Est-ce que c'est des comptes de nos clients? Et comme ça, on va pouvoir bien choisir le bon annuaire qui correspond à notre utilisation. Et ces éléments-là, il faut le faire dès le départ parce que ça va influencer les façons dont on va se loguer sur l'application, comment on va les développer et comment on va stocker des informations d'identité. Mais le point fort dans ce mécanisme-là, c'est que tout ce qui est authentification de la personne, vérification que la personne a bien le droit de se loguer sur l'application, c'est pas nous qui allons la gérer dans l'app. On pourrait très bien dire, mon application, elle est spécifique à la France. Par exemple, je fais une application médicale. Je veux que des gens en France puissent s'y connecter, ou en France métropolitaine, dans d'autres régions, parce qu'elle est spécifique à ça. Ben, je peux, avec ces outils-là, dire que si l'IP de la personne n'est pas au bon endroit, ou si je me connecte, je n'ai pas les bons critères, je ne vais pas pouvoir me loguer. Ou alors, pour certains endroits, je vais devoir m'identifier avec un code que je vais recevoir en SMS. D'accord. Donc, tous ces mécanismes-là qui sont complexes à mettre en œuvre, et qui sont source d'erreurs, ben, on peut les avoir déportés dans ces outils. Donc, on les a déjà dans Entra, mais là, on les aura dans External ID. D'accord. Oui, donc ça fait combien de temps que Entra, ils l'ont annoncé? Entra, c'est depuis. Ils ont changé de nom il y a 1 an, je crois. Ouais. Donc, c'est l'ancienne Azure Active Directory qui a été renommée. Mhm. Le nom Entra, ouais, il a vraiment pris forme depuis 1 an. Ouais. Ouais, depuis 1 an, ouais. Ouais, et ça évolue quand même pas mal, quoi. Ouais. Et ils mettent le pied aussi actuellement sur une autre thématique. Alors, l'abréviation, c'est ZTNA, qui est Zero Trust Network Access, qui est comment fournir de l'accès aux applications sans passer forcément par un paradigme classique de réseau. C'est-à-dire, je suis sur mon poste de travail quelque part, je me connecte en VPN à mon entreprise et j'ai accès à des applications, donc je passe par des firewalls. Et donc, avec d'autres composants d'Intra qui s'appellent Intra Private Access, on va permettre de lier en fait un compte en fonction de son profil à une application qui est dans l'entreprise. Et il y a des agents qui vont être sur le poste de la personne et dans l'entreprise, fournir la communication directement de point à point entre le poste de l'utilisateur et l'application, sans passer par des VPN. Mhm. Et donc, on va pouvoir garantir qu'on peut se connecter à notre application n'importe où dans le monde, ou alors pas n'importe où dans le monde, même si j'ai mon VPN. Par exemple, j'ai des applications, je veux que je sois accessible qu'en France. Dans ma règle d'accès conditionnel à l'application, je peux dire cette application-là, je peux m'y connecter que si l'IP de mon utilisateur est bonne, si c'est l'ordinateur professionnel et pas un ordinateur personnel. Je pourrais faire le tri comme ça. Tandis que si j'ai un VPN, je ne peux pas faire le tri parce qu'une fois que c'est sorti par le flux, Ouais. je prends mes règles de filtrage de mon VPN. Là, on va pouvoir Mhm. mettre vraiment d'identifier la personne, sa localisation et son poste pour accéder aux applications. Et donc, on va mêler ça avec l'identité et qui va permettre d'avoir un accès plus fin à nos applications. Ouais, donc c'est vraiment un métier à part entière, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on change le modèle réseau de j'ai un VPN et tout le monde s'y connecte à j'ai des agents et on se connecte application par application qui est enregistrée. Et donc, on n'a plus besoin de VPN. Qui dit plus besoin de VPN, plus besoin de réseau commun à tout le monde. Et donc, moins de possibilités de rentrer par le VPN et d'aller à un endroit où on n'avait pas prévu. Puisqu'on Mhm. on est strictement limité à la source, à l'endroit où on doit aller. Ok. C'est vachement plus granulaire, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça des architectures zéro trust où dans le VPN on ouvre le flux, on fait confiance à la personne qu'elle aille au bon endroit. Dans les architectures zéro trust, on n'ouvre rien et on ouvre vraiment granulairement à ce qu'on a besoin. Et de façon transparente à l'utilisateur. Et les D'accord. démos qu'il y a sur YouTube, elle est dans Microsoft Security. C'est assez bluffant. La personne fait un SSH automatiquement. Il y a la pop-up de login qui s'ouvre pour se loguer sur Intra. Et il se log, la personne se log, automatiquement, il tape son code sur son téléphone, et automatiquement, le flux SSH s'ouvre.
parce que l'agent Intra a capturé la connexion et l'a envoyé. Et ça résout plein de problèmes aussi réseau qu'on ne peut pas avoir quand on achète des filiales, qui n'ont pas des réseaux qui soient complètement cohérents, qu'on peut fusionner. Avec ça, on peut fournir des accès à des applications sans avoir vraiment un accès réseau. Et donc, ça permet d'accéder facilement à construire des réseaux hétérogènes et de fournir des accès très simplement. D'accord. Tu nous donneras le lien là pour la vidéo. Ouais, là je mettrai les vidéos après, ouais, je te mets les Ouais. liens. Ok. Bon, et vous, de votre côté, Entra, vous y touchez ou pas du tout? Moi, non. Hein. Non. Moi... Si, pour donner l'accès à certaines applications. C'est Ouais. tout. D'accord. Non, pour l'instant, j'ai pas mis le nez dedans. Mais... Alors, juste une petite annonce pour ceux qui font de l'Azure. Donc, on est le 15 octobre quand on enregistre. À partir d'hier, Microsoft a déployé automatiquement le MFA sur tous les portails d'administration d'Azure. Que ce soit Office 360, Microsoft 365, le portail Azure, tous les portails d'administration. Donc, si vous perdez l'accès parce que c'est pas fait, c'est normal, c'est que votre admin n'a pas fait son boulot de vous prévenir. D'accord. Ok, bon, bah, ça va permettre de se réjouir un petit peu. Moi, je voulais vous parler des îles. Hein, puis on est fin octobre et bientôt c'est le mois le plus pourri de l'année, c'est-à-dire le mois de novembre. Donc on va parler un petit peu des îles dans le sud de l'océan Indien. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'archipel des Chagos. Bien sûr. Oui. J'y vais tous les week-ends. Il y a tous les week-ends, oui. Alors, c'est un agglomérat d'îles paradisiaques qui sont situées. Alors, vous tracez une ligne entre Madagascar et l'Australie, et puis une ligne verticale au sud du Sri Lanka, et à l'intersection, vous avez l'archipel des Chagos, en gros. Hein, donc, à 1000 km près, ça doit être ça. C'est une île qui est toute petite. La plus grosse île, je crois qu'elle fait 40 km². La largeur de l'île, c'est à peu près l'épaisseur d'une piste d'atterrissage d'un avion. Il n'y a que quelques baraquements qui sont dessus. Il y a une base militaire américaine qui est là-bas, donc avec un aéroport. Mais sinon, il n'y a rien. C'est vraiment l'île qui est la plus isolée au monde. Si je vous en parle, c'est parce que je ne sais pas si vous avez vu cette annonce. Ils sont propriétaires du nom de domaine IO. Donc du CCTLD pour Country Code Top Level Domain. Donc tous les noms de domaine qui finissent par IO, c'est géré par cette île. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais parce que c'est une île qui a été colonisée initialement par les Français, puis après c'est surtout les Britanniques qui l'avaient annexée. Et donc, comme ils faisaient de l'huile de coco là-bas, ils l'ont appelé Oil Island. Donc, OI, ils ont fait l'inverse, c'est IO. Donc, c'est pour ça qu'ils ont récupéré ce nom de domaine. Et c'est marrant parce qu'Antigua, l'île d'Antigua, dans les Caraïbes, c'est l'extension .ai qui gère. Ouais. Mais ça leur fait des sources de revenus. Ouais, ça leur fait des revenus. Clairement. Non Clairement. Alors, je ne sais pas si ça leur fait des revenus précisément, parce que d'abord, tous les habitants ont été exilés, et c'est pour ça que les Britanniques ont été attaqués pour crimes contre l'humanité, parce qu'ils ont expulsé tous les habitants de là-bas. Mais bon, cette île, elle a été rattachée à l'île Maurice, pendant quand le territoire britannique faisait tous ces trucs un peu dans l'océan Indien. Et puis, donc, Maurice, depuis des années, a réclamé cet archipel. Et depuis le 3 octobre 2024, il y a un accord qui a été finalement trouvé entre Maurice et les Britanniques. Et donc, maintenant, c'est Maurice qui est souverain de cet archipel. Et donc, du coup, cet archipel ne va plus s'appeler Oil Island. Et donc, le nom de domaine va disparaître. Donc, GitHub.io, par exemple, va disparaître. Et tous les noms de domaine
On peut transférer la compétence à quelqu'un? Non, alors, il y a eu des précédents. Hein. Si vous prenez alors, les précédents, qu'est-ce que j'avais? Il y avait la Yougoslavie, .YU. Ça a disparu. Il n'y a plus aucun nom de domaine, il n'y a plus aucun site web qui s'appelle .YU. La Tchécoslovaquie, .CS, qui a disparu. L'Union soviétique, c'était .SU. Alors eux, ils ont réussi, je ne sais pas comment, mais il y a encore quelques sites qui ont cette extension. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le .io, c'est pas les trois Pékins qui sont là-bas, qui gèrent ça. C'est une société qui s'appelle Identity Digital, qui est basée à Bellevue, que vous connaissez bien, qui est entre Seattle et Redmond. Donc, c'est cette société qui gère le .io. Et donc, eux, ils sont un petit peu dans la mouise parce que ils vont plus avoir à gérer ce genre de choses. Alors, bon, vu que c'est un nom de domaine qui est énormément utilisé par des grosses sociétés, il va peut-être y avoir un accord, sans doute numéraire entre l'île Maurice et Identity Digital pour que le nom puisse quand même perdurer. Mais normalement, ça devrait disparaître. Donc, c'était une petite annonce une petite news un petit peu marrante là, dont je voulais vous parler. Ce nom de domaine, là, c'est donc la semaine dernière, qui normalement devrait disparaître. Mais bon. Ce que tu veux dire que tu parlais de GitHub.io et ça, c'est les GitHub Pages. Et moi, j'ai mon blog qui est hosté par ça, sur mon propre nom de domaine. Ouais. Et ça veut dire qu'il va y avoir un downtime quand tu n'auras plus le IO ou comment ça va se passer? Ah, ça marchera plus. Ouais. Ça n'existera plus. Normalement, c'est même plus un downtime, c'est un down tout court. Voilà. Bon. Tu demanderas de mettre des ETC host à tout le monde. Donc, à suivre. Tu nous parlais, Laurent, d'intelligence artificielle. Et ben justement, tu voulais nous parler d'un nouveau package qui vient de sortir par Microsoft qui s'appelle le Microsoft Extension AI. Ouais, donc AI. En français. Donc je pense que la semaine dernière, ils ont annoncé un nouveau package, Microsoft.extensions.ai. C'est un ensemble d'abstractions de tout ce qui est des providers AI comme OpenAI, Azure AI, Ollama, etc. Pour l'instant, il n'y a que ces trois providers, on va dire, qui fournissent dans cette première preview. C'est une preview, le Microsoft Extension AI pour l'instant. Et donc, il y a un niveau abstraction, un niveau plus implémentation, donc avec ces différents providers. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ramènent une espèce de couche de standardisation sur différents concepts comme le caching, la télémétrie, ce qui est appelé function calling ou tool calling, qui est des choses dont on avait parlé, Richard, je pense, quand on avait fait l'épisode sur Semantic Kernel. Et puis, au fur et à mesure, ils vont rajouter d'autres fonctionnalités. Moi, j'ai pu le tester avec des petits modèles et puis avec .NET Aspire, avec lequel je joue depuis des mois. Et en fait, c'est vraiment sympa de pouvoir voir justement l'aspect télémétrie dans l'aspect AI. Donc, on est capable de voir quand notre modèle, notre large language model est appelé au travers d'une API. Donc ça, on va le voir dans la partie trace du dashboard de .NET Aspire, par exemple. Et c'est vraiment super simple à mettre en place pour cette télémétrie. La partie function calling aussi, c'est quelque chose qui marche. Comme moi, j'attendais sur, par exemple, Ollama depuis longtemps. Ça, j'ai pu le tester avec Ollama, donc avec un large language model ou un small language model qui tourne sur ma machine. Et donc que j'arrive à appeler grâce à ces nouvelles abstractions relativement facilement. Et donc, comme c'est des abstractions et qu'il y a différents providers, ce qui est intéressant aussi, c'est que imaginons que je peux développer avec un large language model qui tourne sur ma machine, et plus tard, je vais pouvoir, en changeant très peu de code, juste utilisant un autre provider, je vais pouvoir remplacer mon appel qui sera localement sur mon Ollama local sur quelque chose qui va appeler OpenAI ou qui va appeler le Azure OpenAI implémentation.
Et donc, Ouais, pour ça, il y a... Ouais, Ouais, comme on voit que les modèles, là, ça évolue à la vitesse grand V, il ne se passe pas une ouais. journée sans qu'il y a un nouveau modèle. Ça permet j'allais dire, de créer son application avec un premier modèle, comme tu disais, même en local avec Olama. Et puis, au fur et à mesure, de voir s'il y a un nouveau modèle qui apparaît, qui est intéressant, de pouvoir switcher sur ce nouveau modèle sans pratiquement juste avec, entre guillemets, un fichier de configuration, pratiquement. Ouais, c'est limite, tu peux faire, si je suis en dev, j'utilise cette implémentation, et si je suis en prod, j'utilise une autre Mhm. implémentation, quoi. Donc il y a vraiment cette histoire d'abstraction, comme iChat Client, qui est une abstraction qui peut avoir l'implémentation pour Olama, pour OpenAI, etc. Mais il y a ça aussi pour les chat messages, l'embedding, euh, pour, euh, pour le cache, pour les function calling, tool calling, qui est en fait la façon de mixer de l'AI et du code. Donc en fait, l'AI, on va dire, par exemple, on va poser une question, quelle heure il est à Isaac. Ça, un large language model, il n'est pas capable d'y répondre parce que lui, il est entraîné sur des données du passé et il n'a aucune conception du moment présent. Et donc là, il faut qu'on arrive à connecter quelque chose, une fonction, d'où le function calling ou tool calling. Et ça, c'est super facile à faire avec ces extensions. On a juste à décorer une méthode et paramétrer l'abstraction qu'on utilise. Et en fait, notre fonction, elle va être rappelée automatiquement par le large language model va créer du JSON, un format JSON qui va dire, ben, OK, il veut la date actuelle sur Ilzac, par exemple. Et Mhm. donc, il va retourner du JSON. Le JSON va être interprété. Notre fonction va être appelée. Après, on peut avoir tout le code qu'on peut avoir, qu'on peut vouloir là-dedans. Ça peut être appeler une API web pour récupérer de la donnée et repasser cette donnée à notre agent ou à notre application qui va repasser ça au LLM qui va finalement sortir une réponse. Donc, toutes ces Et, abstractions, ça simplifie vraiment la vie, quoi. et par rapport à Semantic Kernel, Donc, ouais, bonne question. merci. Semantic kernel, en fait, cette abstraction, ça va devenir ils vont l'intégrer dans Semantic kernel. Donc, Semantic kernel va utiliser ces abstractions-là dans Semantic kernel. C'est pas encore fait pour l'instant, ou c'est en train d'être fait. Mhm. Mais c'est annoncé. Et moi, j'aimerais bien aussi que ça soit fait pour AutoGen, qui est un autre framework de Microsoft où il y a du Python et il y a une version .NET qui est plutôt pour tout ce qui est agentic et qui est relativement pas mal pour faire des agents qui conversent entre eux, quoi. Mhm. Ok. Bon, donc, Mais Donc, ce système de pouvoir switcher facilement d'un LLM à un autre, enfin, d'un fournisseur à un autre, ça laisse un peu l'impression qu'en fait, finalement, tout ça c'est transparent, tout ça ça se vaut, alors que c'est pas vrai. Les non, c'est réponses de pas l'un vrai. ne sont pas les mêmes que les réponses de l'autre, donc pouvoir switcher techniquement, on voit vraiment l'intérêt, mais est-ce que ça va pas poser des problèmes derrière parce que les traitements vont pas être exactement faits pareil? Mais ça, c'est une bonne question. Il y a un point dont je voulais parler, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une standardisation du niveau d'API de communication avec les différents LLM. On peut très bien changer un LLM, on peut utiliser Llama 3.2 ou Phi 3.1 ou autre chose. Ça, on pouvait Mmh. déjà le faire relativement facilement. Mais là, c'est vraiment la standardisation au niveau API de l'appel aux différentes API implémentées par OpenAI, par Olama, par d'autres outils. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec les extensions, c'est que ça ne nous bloque pas. On peut quand même utiliser les API spécifiques qui restent accessibles si on en a vraiment besoin, quoi. Donc ça, mhm. c'est aussi un point à savoir, à connaître. Ok, donc à tester, quoi. Pour l'instant, Sinon, ils ont... c'est encore bêta, hein. C'est une preview. Ils D'accord. disent même pas bêta, ils appellent ça preview. Hmm. Sinon, en termes d'outils qui ont été réalisés, c'est l'OpenAI, la librairie OpenAI officielle pour Oui. .NET. Elle est vraiment réalisée, celle-là. Donc ça, c'est vraiment un nugget pour utiliser toutes les API d'OpenAI depuis .NET, quoi. Mhm. Il faut donner son numéro de carte bleue pour pouvoir l'utiliser. Ouais. Ouais, il ne faut pas laisser tourner le week-end, hein. Ouais. Non, Ouais, ouais, ouais. c'est mieux.
Et sinon, j'ai un dernier point qui n'a rien à voir avec tout ça. Ouais. Vous savez tous que je suis un fan de .NET et j'aime bien que JetBrains. Et je voulais en fait mettre la lumière un peu sur un événement qu'ils ont le 24 octobre. C'est un live stream. Et si vous êtes des développeurs .NET, je vous encourage à le regarder parce qu'ils vont annoncer des choses qui sont vraiment très intéressantes pour nous. Ok. Bon, le 24, c'est quoi? C'est un quoi le 24? C'est Et un jeudi. C'est un jeudi. Bon, ben écoute. Ah ben je pourrais pas. Bon, tant pis. Tu me Il y raccrocheras. aura le replay. Il y aura le replay, oui. Ok, bon, merci Laurent. Et Olivier, et toi, puisque maintenant t'es plus, t'es revenu des enfers, Je là, suis revenu des enfers, oui. t'es parti sur Mars ou je sais pas où là. Voilà. Euh, et tu voulais nous parler des Microsoft DevTunnels. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que C'est un truc, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est super cool. C'est un truc qui est semi-récent, c'est toujours en preview, hein. Ça s'adresse en fait aux développeurs qui font plutôt bien sûr du développement web ou de l'API web. Par exemple, je sais pas, du Blazor ou autre chose, hein, même du C#. Si vous avez déjà entendu parler d'un outil qui s'appelle ngrok. Moi, Oui. j'ai toujours utilisé ça. Je suis jamais allé sur le DevTunnel. Voilà, donc c'est à peu près du même genre. Du même genre. Il s'agit de pouvoir exposer des services à l'extérieur, etc. Mais dans Microsoft DevTunnels, ils refont un peu ce que fait ngrok, sauf que c'est complètement intégré, alors totalement à Visual Studio et Visual Studio Code. Alors pour Visual Studio, c'est encore plus simple, puisque c'est intégré depuis la version 17.4. Et on n'a rien de spécial à faire, quoi. C'est déjà dedans, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à installer, c'est déjà opérationnel. Pour Visual Studio Code, c'est le principe du produit, on télécharge les modules dont on a besoin sur le marketplace. Donc, les tunnels, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent aux développeurs d'exposer leur application web locale. Tu es en train de développer, tu as fait un truc, etc. Et tu as besoin, par exemple, je sais pas, de faire tester par des collègues qui sont ailleurs dans le même immeuble ou ailleurs en France, ou même ailleurs dans le monde. Tu as besoin aussi souvent, des fois, de pouvoir, sur certains softs, de pouvoir faire de l'intégration de services extérieurs, par exemple des TPE, des systèmes de paiement. Et ces machins-là, souvent, ils obligent que tu sois sur un serveur qui a un accès depuis Internet, quoi. Je veux dire, et toi, tu es en train de développer, tu es en local, et tu ne vas pas ouvrir ta machine, etc. Enfin, faire tout ça pour donner accès à ta bécane depuis ton réseau local. Donc, en fait, l'histoire, c'est de pouvoir créer une URL qui va représenter ton application, ta machine locale, et de pouvoir exposer en fait sur Internet pendant un certain temps, de façon sécurisée via HTTPS, etc., de pouvoir exposer en fait ton application qui est en train de tourner en local sur ta machine. Ce qui va permettre d'avoir des tests, de faire tester, d'avoir des remontées du client. Par exemple, dire voilà, j'ai changé ça. Le type te dit bon, oui, mais le bouton, je voudrais qu'il soit un peu plus au centre. Hop, tu le corriges, hop, il rafraîchit et tout de suite, il peut voir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Donc, ça, c'est les DevTunnels. C'est intégré donc, parfaitement dans Visual Studio 2022, hein, bien sûr. Alors, on les utilise parce que c'est plus simple à intégrer, c'est mieux que ngrok, hein, c'est déjà intégré dans Visual Studio. En termes de sécurité, c'est du HTTPS. On n'a pas dit que c'était pour faire de la production, mais enfin, je veux dire, c'est quand même bien bouclé. Le partage est quand même très simplifié parce qu'en fait, au moment où on lance l'application, enfin, pour la première fois, il va générer l'URL et on peut copier cette URL dans un échange sur Teams ou ailleurs. Et puis, pour l'instant, puisque c'est toujours en preview, la totalité du produit est en accès gratuit. Alors, il est prévu qu'il y ait un produit gratuit, on va dire, et puis qu'il y ait peut-être des options qui vont être payantes. Par exemple, quand on crée un tunnel, on peut avoir des tunnels qui sont temporaires, ce qui est à peu près le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tant que Visual Studio n'a pas redémarré, l'URL reste la même, mais dès qu'on redémarre, c'est plus la même URL. Mais on pourrait vouloir, pour des tests ou certains tests, que l'URL reste constante, auquel cas, pour l'instant, ça le fait dans la version en preview.
mais on n'est pas sûr qu'une option comme celle-là soit par exemple pas une option qui devienne payante par la suite. Rien n'a été dit là-dessus. Donc c'est la période rêvée pour tester tout le produit, puisqu'on a tout le produit en version gratuite. Alors, Oui, parce que est-ce qu'on peut... Ngrok, c'est payant. Si je ne Alors, si Non, j'ai non, mal non, vu. c'est gratuit. il existe Tu une peux version l'utiliser gratuite, gratuit. mais bon, il manque des trucs, et c'est une version payante, et en plus, c'est pas un produit open source. Bon, voilà, et Ouais. c'est pas aussi bien intégré dans Visual Studio que peut l'être les DevTunnels. Alors, bien sûr, il y a des DevTunnel, petits c'est pas malins open qui... source non plus, hein, Olivier. De quoi? DevTunnel, c'est pas open source non plus, il me semble. Bien. Pas pour l'instant, non, non, non. J'espère qu'ils vont l'ouvrir. Mais bon, pour l'instant, comme il y a la concurrence sur la ligne, je sais pas s'ils vont le faire tout de suite. En tout cas, c'est au moins, c'est intégré directement. Il n'y a même rien à... Bon, même si on n'en veut pas, on l'a de toute façon, parce que c'est dans Visual Studio 2022. D'accord. Alors, dans Visual Studio, il faut faire quoi? Alors, c'est soit tu vas dans Debug et tu demandes. La première fois, il va y avoir un dialogue qui va s'afficher pour te demander un certain nombre d'informations euh, pour pouvoir réutiliser le channel toi-même, quoi, parce qu'il va te Mhm. garder en mémoire avec un nom, ça servira qu'à toi. Mais quand tu vas débugger, tu pourras dire que tu lances sur DevTunnel ou si tu lances ton truc en localhost, tout simplement, quoi. D'accord. Donc, c'est juste une petite manip. C'est un écran qui apparaît une fois, qui permet de paramétrer si le tunnel, justement, il est temporaire ou si c'est un tunnel constant. Il y a deux, trois trucs, hein, il y a pas beaucoup d'informations. Et on l'a, quand c'est une application web, bien sûr, hein, sur l'application normale, on ne le voit pas. Mais sur l'application web, tu peux l'avoir aussi dans la barre de lancement. Tu as le truc où c'est marqué HTTP, machin, etc., la petite boîte, la combo Ouais, box. Et là, tu peux choisir le DevTunnels. d'accord. Alors, bien sûr, il y a forcément des malins qui se disent, bah attends, puisque ça peut déployer et que mon application elle va être accessible comme ça, je veux dire, bah, pourquoi pas s'en servir pour la production, quoi, je veux dire, parce que ça va plus vite que de déployer sur un serveur de test et tout. C'est vrai que c'est plus lourd. Euh, En fait, techniquement, ça pourrait marcher, bien sûr, mais bon, c'est pas conseillé, hein, parce que d'abord, tu es dépendant de Visual Studio, parce qu'il faut que Visual Studio soit en train de tourner pour que ça fonctionne. Donc bon, bah, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas vraiment optimal. Instabilité, performance. C'est pas que c'est pas aussi bien, mais c'est que c'est pas un truc qui est fait pour tourner Ouais, c'est pas. 24/24 avec etc. Donc on a des performances moins bonnes et on pourrait avoir des coupures qui arrivent. C'est pas très grave quand on fait des tests. Le manque de sécurité, de robustesse, ça doit être du HTTPS. Bon, c'est quand même pas aussi sécurisé qu'un système, qu'un serveur dédié de déploiement, de production. La scalabilité aussi, il n'y a aucune gestion de ça. La gestion des certificats n'est pas faite, ou du On n'a monitoring. pas le choix de l'adresse en plus, hein. Voilà, donc pour des petits tests temporaires, ça peut fonctionner. On peut laisser même le channel ouvert un certain temps, sa machine avec Visual Studio qui tourne, mais bien évidemment, bon, c'est pas utilisable pour faire de la production, hein. Il ne faut pas s'amuser à le faire. Et donc, bah, pour démarrer avec, hein, il suffit d'avoir un Visual Studio 2022 en 17.4 ou supérieur, d'avoir soit Visual Studio Code, ça marche, et il faut aller sur le marketplace pour télécharger le module DevTunnels. Une fois qu'on a mis à jour tout ça, bah, on va donc dans le debug ou sur la barre de lancement, et puis on demande la création dans le débugage d'un DevTunnel, auquel on va donner un nom pour pouvoir revenir dessus plusieurs fois, même s'il change l'URL après, quoi. Mhm. Et il va générer, c'est une URL qu'on va pouvoir partager. Et on va voir que quand on va exécuter son application, bon, au lieu qu'elle soit en localhost, on va voir l'adresse qui apparaît, qui est une adresse en devtunnels.com ou un truc comme ça, je veux dire une URL publique en fait, Internet. Mhm. Et puis après, bah, quand on a fini, le tunnel il se ferme et puis c'est fini, plus personne n'y a accès. Donc c'est assez. On peut gérer aussi la privacy. Est-ce que c'est juste pour soi-même? Est-ce que c'est pour un domaine? Donc il n'y a que des gens qui, avec un certain appartenant au domaine, vont pouvoir se connecter, ou si c'est complètement public, n'importe qui pourrait y avoir accès. Mais il y a deux, trois réglages, il y en a très très peu, c'est vraiment très très instinctif. Donc c'est une solution assez sympa, elle est intégrée directement dans Visual Studio 2022. C'est vachement pratique pour pouvoir tester un code ou une API web sans se déplacer, sans avoir besoin de déployer, surtout sur une machine de test, hein, de déploiement. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, que c'est dedans, c'est utilisable. Et pour l'instant, comme c'est en preview, il y a tout qui est ouvert et on peut tout tester. Donc c'est le moment rêvé de faire joujou avec.
Ouais. Parce qu'après, il y aura peut-être des parties qui seront payantes. On ne sait pas pour l'instant, mais voilà. Pour l'instant, Ouais, parce donc, que, ouais, parce que eux, de toute façon, ça leur coûte entre guillemets des sous parce qu'ils ont besoin de gérer les redirections, etc. quoi. oui, Le forcément, tunneling. pour la bande passante, Ouais. etc. Moi, je m'en sers en ligne de commande. Ah ouais? Parce qu'on peut installer Combien de ici en temps ligne de commande. Parce Ouais, que j'utilise pas Visual Studio, j'utilise plutôt Rider comme mon ami Laurent. Et je dois tester une intégration d'une appli qui fait des webhooks. Et donc, je devais écrire une Azure Function qui doit répondre au webhook de l'appli. Comme c'est l'appli SaaS, le webhook doit être une URL publique. Et donc, j'ai créé un tunnel qui va pointer le web. J'ai mis l'adresse du dev tunnel dans mon webhook de mon appli SaaS. Et j'ai configuré le port local, le port de mon Azure Function. Et comme ça, quand je dev, je suis en debug, je démarre mon tunnel. Et les messages, ils arrivent du webhook de l'application dans mon Azure Function. ouais. Et alors, un truc super cool aussi, c'est qu'il va t'ouvrir en fait 2 URL. Alors, c'est ce que j'ai vu quand en ligne de commande. Une URL avec pour ton accès à ton appli et une autre URL de diagnostic. Et je sais pas si vous voyez quand vous faites F12 dans votre navigateur, vous avez le network, le panneau network avec les messages qui rentrent et qui sortent. En fait, on a ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir le flux qui est échangé sur le dev tunnel. Et donc, je peux voir mes paquets qui rentrent et qui sortent, qui sont Ça, échangés. tu vois dans ta commande line. Ouais, il te donne les 2 URL. Ah, Et ça, c'est non. top. Tu peux aller Visual broser une Studio, URL où tu vois ce qui Ouais, passe. exactement. Ouais. Il te donne 2 URL, une URL que tu vas utiliser pour contacter ton application qui est en local, et une autre URL pour le diagnostic. Et tu Ah te ouais, logs ça, avec c'est ton cool. identité, et dedans, tu as le Network Performance Panel, je sais plus comment il s'appelle, et dedans, tu as les traces des 2 messages, tu peux même voir les payloads. Comme ça, j'ai vérifié que les JSON que l'appli devait envoyer, je les recevais bien comme il faut, et que je formatais bien mon message. Et donc ça, c'est sera peut-être une option justement payante. peut-être, ouais. Ou l'aspiration des tunnels, comme tu as dit. Mais ouais, ça c'est super cool. Ça m'a fait gagner énormément de temps, quoi. Très sympa. Oui. Pour les applications pour Microsoft Teams aussi, c'est obligatoire d'avoir un truc comme ça. Oui. Ok. Bon, bah écoutez, merci. Je vous rappelle que vous pouvez suivre donc ce podcast aussi bien en audio sur toutes vos plateformes préférées et aussi bien en vidéo maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et voilà. Et ben, messieurs, merci. Je vais rejoindre vous autres petits camarades pour la suite de l'épisode. Merci, ciao. Salut. Ciao. Salut.